Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV et bienvenue dans l'émission Les Grands Jurys. Les Grands Jurys reçoivent ce soir encore Maître Moutaga Tall, président du Sunit Faso Yiriwaton, non moins membre influent du mouvement du 5 juin. Bonjour, bonsoir Maître. Bonsoir Barou, merci de m'avoir invité et bonsoir à nos auditrices et à nos spectateurs. Merci. Et pour vous interroger, nous avons M. Chana Takiou, directeur de publication du journal Le 22 septembre. Bonsoir Chana. Bonsoir Omar Barou. Bonsoir. Bruno Djito Segevedji, lui également directeur de publication du journal Mali Horizon. Bonsoir Bruno. Bonsoir Sidibé, bonsoir nos chers téléspectateurs. Et je suis Omar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la 98.1 FM, Renouveau FM. Maître, le jury est bien composé? Je n'ai pas de réserve, je n'ai pas de questions préjudicielles. Même si des rumeurs courent sur la moralité d'un de nos jurés? Mais écoutez, j'ai lu un poste qui a été attribué à Chana Takiou. Je n'ai même pas fini de les lire. Après les premières lignes, j'ai dit non, ce n'est pas vrai. On doit le maintenir dans le jury? Il n'y a aucun problème pour moi, au contraire. Chana? Il y a toute sa place. Chana? Bon, je pense que ce que Maître a dit me suffit. Il a commencé à lire, il dit que ça ne ressemble pas à Chana. Vraiment, ça ne me ressemble pas. C'est un poste de Koniba Sidibé, qui est membre du M5, qu'on a voulu m'attribuer. Hélas, ce n'est pas moi. Je suis le même, je reste la même personne. La même ligne éditoriale, rien de plus ou de moins. Okay. C'est toujours le même Chana Takiou. Qu'est-ce que vous attendez de Maître ce soir? Maître est un grand démocrate qui participe au débat démocratique. Nous attendons de lui la franchise qu'il affiche très souvent et qui nous dise très clairement des vérités. Nous attendons de lui des vérités par rapport à la situation actuelle, sans porter des gants, sans langue de bois. Okay. Inch'Allah. Bruno, Maître Moutaga Tall, c'est moi je disais sur mon post récemment que c'est un des monuments de la classe politique malienne. Donc c'est une chance de l'avoir. Nous attendons à ce qu'il nous donne des propositions. Je suis sûr qu'il en a par rapport à la situation du pays aujourd'hui. Avec tous ces compliments, j'espère qu'on ne va pas aboutir à un jugement de complaisance. Pas du tout, pas du tout. Maître, c'est que je ne m'y attends pas. Nous ne sommes pas du genre à tomber à ce niveau-là, dans cette rubrique-là, à la complaisance. D'accord. Les Maliens ont vécu la journée du mardi dernier au rythme d'une mutinerie accompagnée par des rassemblements de soutien au mutin. Le tout s'est soldé par la démission du président de la République et la prise de pouvoir par, en tout cas, un groupe de militaires dénommé Comité national pour le salut du peuple. Maître et apôtre de l'avènement de la démocratie au Mali, comment vous avez vécu la journée du mardi dernier? Merci beaucoup. Donnez-moi 30 secondes pour revenir sur le fameux poste. Je disais que ça ne ressemblait pas à Chana parce que le contenu ne reflétait pas ses points de vue. Mais venant de Koniba Sidibé, le contenu reflète parfaitement son point de vue dans lequel je me reconnais. Si c'est Koniba Sidibé pour 1001 raisons et je salue son engagement patriotique et notre compagnonnage depuis 30 ans. Vous savez, le mardi dernier a été pour nous une journée riche en événements, une journée de parachèvement, d'actions patriotiques que le M5 et les patriotes maliens ont enclenchées depuis déjà plusieurs semaines. C'est pourquoi nous saluons ce que nous considérons comme une fin heureuse de ces manifestations, parce que nous savions qu'une répression encore plus féroce que celle des 10, 11 et 12 juillet était programmée
Et déjà, des mutations ou des changements avaient été opérés pour rendre cette répression encore plus effective et plus sanglante. Bruno, sur la journée du mardi? Oui, maître, vous venez de dire que c'est un parachèvement. Est-ce que cela veut dire concrètement que le M5, dont vous êtes un des membres stratégiques, applaudit cet événement-là? Mais écoutez, nous avons demandé le départ, la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Contre vents et marées, nous nous y sommes engagés. On nous a développé toutes sortes d'arguments pour nous dire que c'était impossible et que si cela se faisait, le Mali allait tomber dans les chaos. Aujourd'hui, Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné. Son régime est parti, sans effusion de sang, sans violence inutile. Le Mali n'est pas dans les chaos. Comment voulez-vous que des objectifs assignés, assumés, soient en cours de réalisation et qu'on ne s'en réjouisse pas? Si le M5 RFP se réjouit de ce qui est arrivé, parce que c'est conforme à ce qu'il avait prévu, programmé et engagé. Est-ce que le M5 applaudit le coup d'État, s'il vous plaît? Il n'y a pas eu de coup d'État. Il y a eu une démission d'un président qui était en exercice, qui avait mal géré son pays, qui de la mauvaise gestion était rentré dans la non-gouvernance et qui avait osé tirer sur son peuple avec des balles réelles en faisant des dizaines de morts et des centaines de blessés. Cela s'appelle une démission que nous réclamions, pas un coup d'État. Maître, vous dites qu'il a démissionné en tant que juriste, une démission obtenue par la force, avec les armes sous le cou. Est-ce que c'est une démission digne d'une démocratie? L'image que j'ai vue était exempte de toute arme sur le cou ou sur la tempe de Vous n'étiez pas là-bas? De qui que ce soit. Non, vous moi je pas là-bas. Vous ne saviez pas ce qui s'était passé dans les coulisses avant de l'amener devant la caméra pour faire la déclaration? Je ne sais pas ce qui s'est bien entendu passé dans les coulisses. Je n'étais pas dans les coulisses. Comme tous les Maliens, j'étais devant ma télévision. J'ai vu Ibrahim Boubacar Keïta sortir, dire qu'il démissionne en donnant les motivations de sa démission. Pour ce qui me concerne, n'étant pas dans les secrets de Dieu, je m'en tiens à cela. D'accord. Est-ce que ça ne vous gêne pas qu'on vous donne l'étiquette de putschiste? Parce qu'en 2012, on vous a vu avec le général le militaire putschiste Sanogo. Aujourd'hui aussi, vous faites allégeance aux putschistes. Est-ce que ça ne vous gêne pas un peu en tant que grand démocrate? Il vient de dire apôtre même de la démocratie, celui qui s'est battu au prix de sa vie, il a dit monument, au prix de sa vie en 1991, qui à chaque occasion est prêt à être avec les militaires pour souvent des raisons peut-être insoupçonnées. Bien. On va sortir des accusations non fondées. En 2012, le lendemain des événements, le CEDI Faso Iroaton a fait un communiqué de condamnation, sans ambiguïté et sans équivoque, du coup d'État. C'était un coup d'État, nous l'avons condamné sans équivoque. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous dites? On vous a vu en compagnie de. Cela dit, dès que les événements sont arrivés, la junte a fait appel à deux personnes pour des raisons qui leur sont propres. C'était l'imam Mahmoud Diko et Maître Muntagatal. Au sortir de la rencontre, j'ai fait une déclaration publique par laquelle je prenais toutes mes distances de ce qui s'est passé, en insistant sur l'impérieuse nécessité de préserver la vie de ceux qui avaient été arrêtés et de ceux qui étaient recherchés. Je ne sais pas quelle attitude républicaine et démocratique on peut demander en plus de quelqu'un. Ensuite, il y a eu deux camps opposés qui se sont créés. Nous avons dit, avec d'autres, que l'un n'était pas au règlement des comptes, au ralliement ou aux contestations stériles, qu'il s'agissait maintenant
de voir comment mettre les Maliens ensemble. On a mis en place ce qu'on appelait la convergence pour sauver le Mali, dont toutes les thèses ont finalement été ralliées par tout le Mali. Et la transition a été gérée sur les bases des thèses de la convergence pour sauver le Mali. Donc, il n'y a eu aucune compromission. Pour ce qui concerne ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que vous appelez allégeance? J'ai simplement dit que ce qui s'est passé a parachevé ce que nous avons enclenché. Mais à ce stade, nous n'avons pas eu encore de contact, nous n'avons rien dit, nous n'avons rien fait. Est-ce que l'accusation ne vous paraît pas un peu gratuite? Que faites-vous que faites-vous de cette disposition constitutionnelle qui dit que tout changement anticonstitutionnel est un crime imprescriptible en tant que juriste? Je le mets dans le cadre de la Constitution en disant que la démission n'est pas anticonstitutionnelle. Mais il y a des pushistes qui sont aujourd'hui aux affaires. A démissionné, j'en prends acte. Il y a des pushistes qui sont aux affaires. D'abord, en 2012 aussi, je vous en prie, on va vous redonner la parole. Maître, avec le recul... Laisse-le répondre et puis... Allez. En 2012 aussi, il y a eu la démission. Laisse-le répondre à ma question. Alors, en ce moment, on va aller question par question. C'est ça. Alors, la question, c'est quoi? La question, je disais que nous sommes bel et bien dans un coup d'État parce que ce sont des pushistes qui sont aux affaires et que notre Constitution dit clairement que c'est un crime imprescriptible. C'est-à-dire 10 ans, 15 ans, 20 ans après, ceux qui sont proclamés aujourd'hui comme l'homme fort du Mali ou les hommes forts du Mali doivent être poursuivis et jugés conformément à la loi. Alors, Chana, vous parlez de démocratie. Acceptez que nous ayons des divergences d'analyse. Absolument. Je ne suis pas dans la grille de lecture d'un coup d'État. Il n'y a pas eu de coup d'État. Il y a un président de la République, image à l'appui, qui a dit « je démissionne ». Et avant de démissionner, j'ai dissous l'Assemblée nationale et j'ai dissous le gouvernement. Si vous pensez que derrière cela, vous avez des éléments que les autres Maliens n'ont pas, je vous le conseille. Quand il dit « ai-je le choix ?» Il n'a pas eu le choix de continuer à tuer les Maliens. C'est très clair. Mais je ne vois pas en quoi il peut ne pas avoir le choix de dire « je ne démissionne pas ». Si jamais il me dit « je démissionne parce que je n'avais pas le choix », je dirais que le Mali a eu beaucoup de chance. Parce qu'être gouverneur pendant tant d'années, 20 ans, entre le mandat des premiers ministres, du président de l'Assemblée nationale, du président de la République, ça a duré 20 ans. Si cette personne me dit moi, au bout de quelques heures, je ne peux pas résister à l'obligation qui m'est faite de démissionner, je dis le Mali l'a échappé belle. Mais je n'ose pas imaginer cela. Maître Tal, justement, je crois que nos téléspectateurs voudraient que vous les convainquiez par rapport au concept. Vous dites qu'en 2012, il y a eu coup d'État, mais le mardi dernier, il n'y a pas eu coup d'État. Il y a eu la démission en 2012 du président Amadou Toumani Touré dans une résidence privée, alors qu'avant-hier, le président Ibeka a prononcé sa déclaration de démission au sein de la garnison. Comment vous pouvez nous convaincre? Il y a eu des actes pour empêcher le président Ibeka de continuer à tuer les Maliens. Des actes antérieurs à ça? Non, des actes posés ce mardi pour l'empêcher de continuer à tuer les Maliens, pour l'empêcher de continuer à exercer sa prédation sur le Mali. Vous avez des preuves? J'aimerais bien terminer avant que vous voilà. Donc ça, tout le monde l'a vu. Et le soir, il a dit « je démissionne », c'est entendu. Akati. Maintenant, par rapport à 2012, il y a eu un coup d'État que nul n'a nié, y compris ceux qui ont fait le coup d'État. C'est plusieurs jours plus tard qu'il y a une lettre de démission. Vous voyez, ce temps permet de faire une distinction de nature entre les deux événements. Et croyez-moi, il y a une différence de nature entre ces deux événements.
Chana, j'écoute votre question. Maître, Chana, cette fois-ci, c'est moi qui vais poser ma question. Non, ça ne va pas vous échapper, s'il vous plaît. Maître, vous avez tout de suite dit que la gente est venue parachever ce que vous aviez entrepris. Est-ce qu'on peut dire que les manifestations du moment du M5 étaient une sorte d'appel du pied à l'armée? Non, vous savez, il y a des erreurs que l'on commet beaucoup en pensant que deux catégories de Maliens ne sont pas des Maliens, les religieux et les militaires. Ils sont partie intégrante du peuple malien. Quand il y a des difficultés, ils souffrent avec les Maliens. Quand il y a de bonnes opportunités, ils s'en réjouissent avec les Maliens. Donc voici des Maliens, patriotes, qui ont dit à un certain moment, nous avons les moyens de mettre un terme à ce qui se décide, parce que nous savons que le 11 et 12 juillet, il ne faudrait plus que l'on se mette à tirer sur les Maliens comme sur des lapins. On y met un terme. C'est ce que nous avions dit au niveau des M5, en disant il faut que le président démissionne. Donc, il n'y a pas toujours à considérer que dès l'instant qu'on porte une uniforme, on cesse d'être malien. Ce sont des Maliens à part entière. Chana. Oui, maître, vous avez tout à l'heure accusé, sans porter de gants, sans aucune prise, sans aucune forme de doute, Ibeka d'être tueur, de tuer des Maliens, alors que tout à l'heure vous avez dit par rapport au fait que certains vous donnent l'étiquette de putschiste, que c'est des accusations... Je n'ai jamais entendu ça si ce n'est par vous. Hein. Bon, moi, on me donne l'étiquette de démocrate et de républicain. J'arrive, ça, voilà. Ça se dit. Est-ce que vous avez... J'ai jamais entendu. Donc, ça pour la je voudrais savoir, vous, en tant que jeune frère d'Ibeka, ayant collaboré avec lui dans le regroupement Espoir 2002, ayant été son premier vice-président lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, ayant été son ministre lorsqu'il était président de la République, vous l'avez pratiqué, vous l'avez fréquenté à la maison. Est-ce que vous pensez que ce Ibeka-là peut tuer? Vous dites que c'est un tueur. Est-ce que vous avez des éléments pour corroborer votre accusation comme quoi Ibeka a tué les Maliens? Est-ce que vous avez des arguments? Parce que jusqu'à preuve du contraire, une enquête est engagée, nous n'avons pas les résultats de cette enquête. Est-ce que vous ne partez pas vite en besogne? Je vais vous donner les résultats, les éléments sur lesquels je m'appuie, en disant que je n'ai renie rien de la fraternité avec Ibrahim Boubacar Keïta. Rien. Ce que je conteste, c'est quand vous parlez de ce compagnonnage comme disant qu'on l'accompagnait. Non. On a été ensemble. C'est ce que j'ai dit. D'accord. À certains moments, on a été adversaires presque irréductibles. Les Maliens le savent. Donc, nos contradictions ne datent pas de la fin de sa démission. Elles ont été antérieures. Chacun a assumé sa position. Vous avez dit que des enquêtes ont été ordonnées qu'on n'ont donné aucun résultat. C'est là qu'il y a le vrai problème, Chana. Nul ne conteste qu'il y a eu des tirs à balles réelles, des morts. À l'époque, l'exécutif malien était constitué de 2 personnes. Le président de la République, chef suprême des armées, et le Premier ministre. L'unité qui s'est livrée à cela est connue et ne peut être actionnée que sur la base d'instructions politiques. Elle relève de qui cette unité? J'arrive. Elle ne peut être actionnée que sur la base d'instructions politiques. Il n'y avait que 2 personnes ce jour-là qui pouvaient donner de telles instructions. Il y a eu ce qu'on appelle des enquêtes administratives. Vous savez, une enquête judiciaire prend du temps. Mais une enquête administrative ne prend pas de temps. Il y a au moins les premières indications. Que ces indications ne sortent pas permet d'avoir un regard vers une direction. Mais pire, à ce jour, aucune juridiction n'a été saisie de ces faits en particulier. De ces faits en particulier. Qui empêche de les faire? Qui a les moyens d'actionner la justice sur ces événements?
Tout cela donne ce qu'on appelle un faisceau d'indices qui vont vers quelqu'un. Et en justice, ça commence toujours comme ça, avec les faisceaux d'indices. Moi, j'aurais été à l'aise aujourd'hui et j'aurais été heureux qu'on ne se tait pas sur cette affaire, qu'on donne les premières indications, que l'on se disculpe. Mais si cela n'est pas fait, les responsabilités politiques, elles sont très claires. Chana. Ces faisceaux suffisent pour accuser Ibeka, pourquoi pas le Premier ministre? Pourquoi vous faites le distinguo? Vous dites que c'est le président, pourquoi vous ne parlez pas du Premier ministre? Est-ce que vous n'êtes pas dans la complaisance à ce niveau-là? Parce que vous avez parlé du président. Moi, tout à l'heure, j'ai dit que ce jour-là, l'exécutif était composé de 2 personnes. Voilà ce que j'ai dit. Mais vous avez accusé une seule personne d'être tueur. Parce que vous avez... Et sur la base de faisceaux. Non, je vous dis, en justice, rien ne se fait sans les faisceaux d'indices. Okay. À moins qu'il y ait flagrant délit. Sinon, c'est sur les faisceaux d'indices que l'on travaille. Il ne suffit pas pour condamner, maître. Vous êtes avocat, c'est pas... Il suffit pour accuser, il ne suffit pas pour condamner. Je n'ai pas condamné parce que je n'ai même pas les moyens de condamner. Tu l'as indexé comme étant le tueur. Oui, parce qu'il y avait 2 personnes ce jour-là dans le Mali et la Côte d'Ivoire que sur la base d'ordre donné. Vraiment pas monopoliser la parole. Allez-y, Bruno. Maître Muntagatal, il se fait que vous êtes un leader de la classe politique, un défenseur des droits humains, des droits de l'homme. Il se fait que ces événements que vous avez refusé de qualifier, de reconnaître comme coup d'État, nous vous le concédons, ces événements ont conduit à l'arrestation du président de la République et de ses collaborateurs. Aujourd'hui, en tout cas aux dernières nouvelles, ils sont détenus. Quelle analyse avez-vous à faire par rapport à ça? Quel est votre sentiment par rapport à ça, acteur démocratique? Vous savez, ma dédicace pour les droits de l'homme ne se fait pas à la carte. Par la volonté du bon Dieu, vous savez, je suis né un 10 décembre. Le 10 décembre, c'est la journée commémorative des droits de l'homme. Je ne fais pas de symbole autre que forcément, je fête mon anniversaire au moment où j'ai fête la journée commémorative des droits de l'homme. J'ai passé ma vie à la défense des plus faibles. J'ai passé ma vie à défendre, à promouvoir les droits de l'homme. Je suis membre de la MDH depuis sa création. J'ai été dans tous les combats judiciaires au Mali pour défendre les droits de l'homme. On n'a pas le temps de procéder à une longue citation. Aujourd'hui, je serai sans concession sur les droits de ceux qui sont arrêtés. Il faut que tous leurs droits soient respectés. Bien évidemment. C'est-à-dire concrètement, quel appel? D'abord, il faut qu'ils aient droit à leur avocat. Il faut qu'ils soient traités dignement. Et il faut que le cas échéant, il y ait des procès justes. Je n'ai entendu à ce jour aucune indication laissant croire qu'il n'en a pas été ainsi ou qu'il n'en sera pas ainsi. Maître, vous ne demandez... Moi, je suis surpris, je m'attendais à ce que vous demandiez leur libération immédiate, mais vous parlez d'assistance de leur avocat, alors que ce n'était pas une procédure judiciaire qui les a conduits à Kati. Mais entendons-nous. Vous pensez que quand on voit ces milliers de gens commettre des délits, on attend d'aller prendre une décision de justice avant de procéder à des arrestations? Moi, ce que je dis, la formule est claire. Si vous avez le temps, on va la développer jusqu'au bout. Il faut que l'ensemble des droits des personnes arrêtées soient protégés, soient assumés et soient mis en mouvement. C'est de cela que je peux dire. Vous savez, je ne suis pas géolier, je ne suis pas magistrat. Je suis un acteur politique. Et l'acteur politique que je dis, c'est que n'importe quelle personne arrêtée, pas des militaires, n'importe quelle personne arrêtée, il est important que ses droits soient respectés et préservés. Maître, quelle que soit la personne. Est-ce que des militaires doivent arrêter des gens dans un état de droit? C'est ça la question. Lorsqu'il y a des abus dans les arrestations, si les droits sont reconnus et protégés,
la justice est dite et le droit est fait. Je vous répète, je ne suis pas geôlier, je ne suis pas magistrat. Je suis un acteur politique soucieux du respect des droits de toutes les Maliennes et de tous les Maliens, sans acharnement et sans privilège. Maître, Oui. comme dirait l'autre, le roi est mort, vive le nouveau roi. C'est la gente qui est aux commandes aujourd'hui. Comment vous entrevoyez votre collaboration avec cette gente? Non. Vous savez, il y a dans ce genre de situation forcément une transition qui s'ouvre. Cette période doit être gérée avec le maximum d'ouverture d'esprit et avec à l'idée d'en sortir avec un Mali nouveau, avec des dirigeants légitimes et régulièrement élus, et pendant ce temps, en veillant à ce que les fondamentaux aujourd'hui qui ont fait l'échec du régime sortant soient pris en compte. C'est l'insécurité, c'est la réconciliation nationale, c'est l'intégrité du territoire, c'est la satisfaction d'une grande partie de la demande sociale, mais aussi et surtout, ça doit être la fin de la corruption, de l'impunité et des privilèges. Si tout cela est fait, on aura obtenu une transition réussie. Qui doit organiser cette transition? Alors, vous avez suivi comme moi la première déclaration de ce qui est devenu le Comité national pour le salut du peuple. Dans cette adresse, il y a à peu près toutes les demandes, les engagements, les revendications, les slogans du M5. Il faut travailler à ce qu'avec l'ensemble des forces vives de la nation, une transition inclusive puisse se mettre en place. Ils ont clairement indiqué dans cette déclaration qu'il y aura une transition politique civile, ce qui veut dire qu'ils vont discuter donc, avec l'ensemble des forces vives de la nation et bien évidemment avec les M5. Et nous avons, nous, déjà sur la table, un schéma de transition qui sera enrichi, qui sera discuté, et je l'espère qu'il sera pris en compte pour que nous puissions sortir de ce moment délicat pour notre pays. C'est un tournant majeur. Okay. Chana Taki. Maître, vous avez parlé d'un schéma de transition. Vous voulez encore être ministre? Vous savez, avant de démissionner, le président Ibrahim Boubacar Keïta a dit au M5, venez rentrer dans mon gouvernement. Il aurait suffi de faire comme ça. Et aujourd'hui, vous aurez devant vous le ministre Muntagatal, pas l'ancien ministre Muntagatal, mais Chana, vous, plus que quelqu'un au Mali, vous savez témoigner, vous avez témoigné que 25 années durant, j'ai refusé d'être ministre. Vous témoignerez qu'après avoir quitté le gouvernement, 6 mois après, j'ai été appelé pour être ministre. Être ministre n'est pas pour moi une fin en soi. Non. J'ai d'autres ambitions, et pour le Mali, et pour moi-même. Parce qu'il y a sur les réseaux sociaux et dans le couloir des gens qui pensent que pour cette transition, il nous faut de nouvelles têtes, pas les mêmes qu'on voyait depuis 1991. Chana, je vais vous dire une chose. Il y a ceux qui se battent. Il y a ceux qui ont des ambitions clairement affirmées pour le Mali. Il y a ceux qui veulent tirer les marrons du feu. Ils sont dans leur salon. Ils ne prennent part à aucune action pour le Mali, même à un simple débat. Mais dès qu'un changement se fait jour, ils commencent à écrire, ils commencent à parler, ils commencent à mettre leur expertise devant. C'est leur droit, je ne le conteste pas. Mais essentiellement, ils disent 2 choses qui me font sourire. 1, il ne faudrait pas que les acteurs politiques soient impliqués dans la gestion. Impossible. Hein? Impossible. Impossible, ce n'est pas raisonnable. Ce ne serait pas juste, ce ne serait pas légitime. Et puis ils disent, mais enfin, s'ils doivent être là, il faut qu'ils s'engagent à ne pas être candidats plus tard. C'est un aveu d'échec.
Il est temps au Mali que nous puissions construire un système démocratique qui ne permette pas à celui qui est aux affaires de frauder et d'être élu. Si on ne réussit pas à faire ça, on sera en deçà des minima démocratiques. Donc, ceux qui vont crier pour dire que ceux de 91 soient écartés, je leur dis d'abord une première chose. 91 a été un grand moment pour le Mali. Il fallait oser le faire. Il faut saluer ceux qui ont fait 91, mais il faut décrire et dénoncer ceux qui ont galvaudé 1991 après 1991, et que nous puissions juger chacun sur ses actes. Sur ses actes. Il n'y a que sur ses actes et pour son engagement pour le Mali. Et quand il y a cela, on ne va jamais jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous savez, dans l'équipe d'Ibrahima Boubacar Keïta, tout le monde n'était pas corrompu, tout le monde n'était pas sale. Ce fut le cas pour l'équipe ATT, le cas pour l'équipe Alpha Barkonaré. Mais ceux qui étaient corrompus, sales, qui sentaient, qui puaient, sont connus. Il convient de les mettre en dehors de toute capacité de prédation de ce qui compte pour notre pays. Vous savez, il y a des choses qu'il convient de ne pas répéter tous les matins. Mais quand quelqu'un vous dit, depuis 30 ans, je suis sur la scène politique. En 30 ans, j'invite tout Malien à dire, je l'ai vu dans telle malversation, je l'ai vu dans telle inconduite, je l'ai vu dans tel acte contraire aux intérêts du Mali, et que personne ne le dit, c'est quand même compliqué. Vous avez vu ces temps-ci tout ce qu'on a fabriqué sur les gens, les vieilles vidéos qu'on fait ressortir, les scandales que l'on crée. Mais quand on n'est pas dans tout cela, on a mal. On a mal que l'on accuse tout le monde. Et depuis tout ce temps, je n'ai jamais arrêté de dire que le comportement de certains hommes politiques ont fait que la classe politique aujourd'hui est rejetée. Mais j'ai toujours dit, attention, ne jetez pas les bébés avec l'eau du bain. Ok, Bruno. Maître Tal, le M5, vous venez de le dire, avait déjà peaufiné un schéma pour la transition. Et le M5, visiblement, voulait donner ce que vous appeliez l'assaut, les derniers meetings en vue de faire partir le président. Il se fait que c'est les militaires qui ont parachevé l'œuvre, comme vous venez de le dire. Est-ce qu'on ne va pas visiblement vers deux schémas de transition? Comment entrevoyez-vous cette osmose éventuelle entre le M5, les autres acteurs politiques et la junte? Alors, je vais vous dire une chose. Notre schéma de transition n'était pas un secret ou un complot. Explique-nous un peu les grandes lignes. Je vais arriver. Dans notre mémorandum soumis au président Ibeka, on a donné les grandes lignes de ce que pourrait être cette transition. N'est-ce pas? Mais deuxièmement, vous savez, il ne faut pas réinventer la roue. Nous avons eu ce débat dans ce pays en 1991. Lorsqu'après le 26 mars, je me rappelle bien, c'était le 28 ou le 29, le mouvement démocratique s'est retrouvé dans une salle à la Maison du Peuple avec le CRN à l'époque. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On organise la transition. Comment? Écoutez-moi bien. J'ai ouvert ma sacoche, j'ai sorti un document, j'ai dit voilà, on peut travailler sur ça. 3 personnes étaient désignées pour aller travailler dessus. C'était celui qui est aujourd'hui le général Sidibé, Bébel, le commandant, la gendarmerie, je crois. Il y avait Anatole, il y avait Muntagatal. Ce qu'on a fait est devenu l'acte fondamental qui a géré la transition. Vous pensez qu'il n'y a pas de femmes et des hommes capables aujourd'hui au Mali de concevoir un tel document, de le mettre à discussion et de gérer une transition sur cette base? Si des milliers de Maliens sont capables de faire ça, et dans tous les secteurs, parmi les porteurs d'uniformes comme parmi les civils. Et croyez-moi, nous l'avions dit, les M5, on nous croyait très peu. On dit qu'il n'y aura pas une minute de chaos au Mali. Il n'y aura pas de vide institutionnel. Vous avez observé qu'il n'y a pas de chaos. Pas de fusion de sang. Démission pacifique du président. Et Inch'Allah, le reste
en sera ainsi. Maître, on ne souhaite pas le chaos pour le Mali, mais quand on parle de chaos, il ne s'agit pas de façon instantanée, immédiatement. Il s'agit à court, long terme. Que Dieu nous en préserve, nous en garde. Donc vraiment, il ne faudrait pas qu'on raccourcisse la situation pour ramener ça au départ immédiat d'Ibeka pour parler du chaos. Le chaos que les gens évoquent, c'est à court, voire à long terme. On ne le souhaite pas, mais c'est de ça qu'il s'agit. On va parler de ça. Notre conviction la plus intime au niveau des M5 et la mienne propre, c'est qu'il était impossible que le Mali tombe plus bas. Impossible. Nous avions touché le fond. Habituellement, quand on touche le fond, on remonte. Dans les cas du Mali, on cherchait à creuser le fond. C'était le seul pays au monde où la continuité signifiait instabilité. C'est ce Mali qui a fait que par la mauvaise gestion de l'insécurité, tous nos problèmes ont été exportés chez nos voisins. Mais on ne pouvait pas continuer cela parce que c'était le Mali qui était menacé de disparition. Il fallait y mettre un terme. Il fallait mettre un terme. Après avoir diagnostiqué les maux, apporter les remèdes appropriés. Quelle était la principale crainte de la communauté internationale quand on rencontrait les ambassadeurs, les chefs d'État et tous les autres? Mais si le président Ibeka démissionne, la chaîne de commandement va se rompre. Vous verrez tout le monde affluer sur Bamako, y compris les djihadistes. Mais ça, c'est des questions immédiates qu'il fallait gérer, qu'il faut gérer. L'apocalypse n'a pas eu lieu. Maintenant, le reste, ce serait une honneur pour ceux qui vont être dans cette transition, de faire en sorte que le Mali se porte mieux, que le Mali commence à se relever, avant que le flambeau ne soit transmis à des autorités régulièrement élues. Mais cette fois-ci, irrégulièrement élues. Oui. Bruno, une dernière question. Maître Moutagatal, aujourd'hui, si vous avez en face de vous le colonel Assimi Goïta, quel conseil lui prodiguerez-vous par rapport à cette transition? Non, moi je ne suis pas dans les histoires de donneurs de leçons, de conseils. J'imagine qu'il va rencontrer la classe politique, il va vous rencontrer. Bien évidemment, ces rencontres-là se feront dans l'intérêt de notre peuple. Que lui diriez-vous? Chacun aura des idées à mettre sur la table, des propositions à faire venant de part et d'autre, et il y aura sans doute une synthèse pour le mieux. Je ne me sens pas dans la peau d'un donneur de leçons. Vous aviez conseillé à Aya Sanogo, vous l'avez dit, et vous avez appelé, vous et l'imam Mamou Diko. Si aujourd'hui, cette opportunité se renouvelait avec le nouvel homme fort du pays. Alors, je ne trahis pas un secret. Quand j'ai été appelé, ce jour-là, je suis sorti, je l'ai dit, on m'a posé des questions, mais ce que je n'ai pas dit, c'est que je dis, mon conseil, faites en sorte qu'il n'y ait pas une goutte de sang. Prenez conseil avec ceux qui savent déjà, c'est-à-dire les chefs d'État de la sous-région. Consultez rapidement la société civile et la classe politique malienne. Mais encore une fois, pas des victimes. Ce type de conseil, on ne peut pas les donner aujourd'hui, parce qu'il en a déjà été ainsi. Des leçons de 2012 ont été tirées. Maintenant, il resterait à discuter de quel type de transition, quel objectif pour la transition, quelle durée pour la transition, qu'est-ce que sont les actes à poser pour que la transition soit un succès éclatant et total. Nous en discuterons. Je ne suis pas un expert ou un professeur pour dire, bon, voilà comment je veux que ça se passe, prendre des copies pour les corriger. Nous discuterons et nous aboutirons au mieux. Maître, avec les réactions internationales à ces renversements du pouvoir, est-ce que vous ne craignez pas un long isolement du Mali sur le plan international? Non. Vous savez, dans notre déclaration au niveau des M5, nous avons invité la communauté internationale à entendre les Maliens, à les écouter, et que si cela est fait, nous gageons qu'ensemble, on va regarder ensemble vers l'avenir en dehors des questions de sanctions. Vous savez, les sanctions, je suis même sûr que vous pourrez échapper aux conséquences dramatiques d'une sanction. Mais ce sont les Maliens, déjà pauvres, qui cherchent à manger, qui vont en être les premières victimes. Moi, je suis responsable du M5.
Si demain, on me dit il y a sanction, on va fermer les frontières, il n'y aura plus de carburant. Dieu merci, je peux aller chercher tous les bidons d'essence que je veux, aller stocker du carburant chez moi. Mais celui qui achète le carburant chaque matin, 100 francs, 200 francs, ne pourrait pas le faire. Donc, nous attirons l'attention de la communauté internationale sur ce volet. La deuxième chose, c'est que nous n'avons jamais refusé, depuis que la CEDEAO a commencé à venir ici, à collaborer, à discuter, à proposer les meilleures solutions pour le Mali. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je crois que la CEDEAO sait qu'elle s'était trompée de diagnostic. Quand on se trompe de diagnostic, on ne peut pas faire une très bonne prescription. La communauté internationale va s'aligner sans doute sur les positions de la CEDEAO. Alors, que l'on s'écoute, que l'on écoute les Maliens qui sont les premiers concernés et que nous puissions avancer ensemble. Mais que l'on sorte du dogme. Le dogme, c'est quoi? C'est assimiler tout changement à un coup d'État. Nous ne sommes pas dans un schéma de coup d'État. Ce qui s'est passé au Mali s'assimile à ce qui s'est passé au Zimbabwe. Et là-bas, il n'y a pas eu ces sanctions. Chana. Oui, comme Maître dit que c'est une grille de lecture, il persiste que ce n'est pas un coup d'État. Beaucoup de gens comme moi pensent que c'est un coup d'État. Pourquoi vous pensez que les Maliens peuvent trouver les voies et moyens, les solutions pour dépasser cette situation? Pourquoi de façon courageuse, les Maliens dont tu parles ne peuvent pas demander, réclamer le retour des militaires aux casernes, en Mopti ou dans le Nord, et que les civils, vous, ensemble, tous les Maliens, essayez d'aller vers une transition civile? Pourquoi les militaires? Les militaires n'ont pas leur place, n'ont pas leur place sur la scène politique. Pourquoi vous ne plaidez pas pour une transition 100% civile? Les militaires n'ont qu'à aller dans leur caserne. D'abord, comme le réclame la communauté internationale. C'est la dernière question de l'émission d'ailleurs. Vous avez dit que les militaires soient à leur place. Ils sont aujourd'hui au nord, ils sont au centre. Les choses continuent normalement. Alors, pourquoi on ne leur demande pas de rentrer dans leur caserne? J'ai dit, il ne faut pas ostraciser. Ils ont posé un acte patriotique. Ils ont parachevé une action. Vous savez, quand dans la vie, vous essayez de faire quelque chose, quelqu'un vous l'aide à l'achever, votre première action ne serait pas de dire « dégage ». Ça ne se passe pas comme ça, ni dans la vie de tous les jours, ni à ce niveau. Troisième réponse pour moi, je vous ai dit, ne considérez pas les porteurs d'uniformes comme des non-maliens, comme des extraterrestres. C'est la Constitution. Ce sont des Maliens. La Constitution ne leur donne pas le droit de diriger. Chahana, le contour de la transition n'a pas encore été fixé. Ni vous ni moi ne savons quel sera le rôle des militaires dans cette transition. Mais le régime qui vient de partir, vous savez qu'il y avait des ministres généraux? C'est permis. Oui. C'est permis. Donc vous ne savez pas quel serait leur rôle. Attendons de voir. Mais s'il vous plaît, ne les condamnons pas seulement parce que ce sont des militaires, ce sont nos frères. Ce sont des Maliens, ce sont des citoyens. Maître Tal, actualité oblige, le régime vient d'être renversé. Parmi les revendications du M5, il y avait la libération de Soumaïla Cissé. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a eu des posts tout de suite sur Facebook, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des nouvelles, des informations par rapport à Soumaïla Cissé? Au moment où je vous parle, je n'ai aucune information, mais cela reste au cœur de nos préoccupations, en tant qu'homme, en tant qu'acteur politique, en tant que Malien. Ça reste dans nos préoccupations. Moi, je vous le rappelle, je suis du FSD. Et Soumaïla Cissé est le président du FSD. Nous avons des relations humaines de plusieurs décennies. Je souhaite vivement, je m'impliquerai, je me bats, sans le dire, comme certains le font à tout bout des champs. Parce que il faut savoir que répéter tous les jours ce genre de choses accroît la valeur marchande de l'otage et aggrave les risques les concernant. Beaucoup ne le savent pas. C'est exact. Nous faisons ce que nous devons. Il est dans nos cœurs, il est dans nos esprits, mais nous restons dans la mesure. Puisse Allah faire qu'il soit le plus rapidement possible parmi nous. Vous êtes optimiste, nous allons nous retirer pour délibérer. Votre dernier mot? Alors, mon dernier mot va être la dernière question à laquelle je n'ai pas répondu. Il a parlé du Mali. Moi, mon dernier mot, c'est de dire que tout ce qui est en cours a un dénominateur commun. Le Mali.
il est par terre, on va le relever. Que nos partenaires ne piétinent pas le Mali par terre, qu'ils nous aident à les relever. Et ils vont être étonnés de notre résilience et de notre capacité de rebondir. Le Grand Mali, Inch'Allah, va revenir et très bientôt. La délibération publique. Ben, Si l'audience est publique, on fera une délibération c'est un publique. brillant avocat, il sait bien se défendre, il s'est bien défendu, vraiment, il est toujours acquitté. Merci beaucoup. J'ai été plutôt séduit, donc je ne peux que prononcer l'acquittement. Merci encore. C'est un acquittement, une décision d'acquittement partagée, maître. À l'unanimité. À l'unanimité. Alhamdoulilah, Dieu merci. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury. Notre invité était Maître Moutaga Tall, président du CNID Faso Irouaton, non moins fer de lance du mouvement du 5 juin. Merci et à un autre numéro de votre émission Le Grand Jury.